tous. Bonjour, bonjour. Super, impeccable. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Merci d'être là dans la salle. Et merci à ceux qui sont à distance. Alors avant de commencer, je vais m'assurer que tout le monde m'entend bien à distance. Est-ce que vous m'entendez? Il y a la régie qui me fait un signe, c'est bon? On peut démarrer, c'est sûr. Ok. Alors on y va. Impeccable. Aujourd'hui, ça va être très simple. La présentation va se passer en deux parties. Il va y avoir une présentation de notre présidente de France Assureur, Florence Lustmann, et ensuite une séance de questions-réponses. Alors pour cette séance de questions-réponses, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais vous donner quelques informations pratiques, notamment pour les personnes qui sont à distance. Pour vous ici, ça va être assez simple, vous connaissez le principe. À distance, ce que je vous propose, c'est de couper vos micros. Je vous propose, si vous avez des problèmes techniques, d'appuyer sur le chat, de nous contacter sur le chat. On a une équipe en régie qui sera là pour résoudre les éventuels problèmes. Et pour les questions-réponses, on va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Il y a un menu questions-réponses sur l'outil WebEx qui est accessible sur l'ordinateur. Alors c'est assez facile pour y accéder. Quand vous êtes sur un ordi, c'est en bas à droite. Il y a un bouton chat que vous connaissez avec le symbole conversation. Et à droite de ce bouton, il y a l'accès au menu Q et R pour questions et réponses. Jusque-là, je pense que ça va. Vous me suivez. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, ça accède au menu. Et là, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes sur smartphone, c'est à peu près la même chose. Il y a un petit bouton rond avec 3 petits points dedans pour aller voir les options. Et c'est là que vous trouverez le fameux menu Q et R, questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions et nous, on vous répondra dans ce menu si on voit qu'il y a des questions qui sont posées dans la salle qui sont similaires. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on prendra en priorité les questions de la salle. Donc, il y a des personnes de mon équipe qui seront là avec des micros et qui prendront les questions de la salle. Et une fois qu'on aura terminé de poser toutes les questions de la salle, je poserai les questions qui seront arrivées via l'outil WebEx. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, on y va. Je vais laisser la parole à Florence Lustmann, présidente de France Assureur, pour la présentation du bilan. À tout à l'heure. Merci Émilie et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette conférence de presse, comme on se le disait avec certains d'entre vous, la première en présentiel depuis 3 ans. Et nous nous retrouvons alors qu'une nouvelle crise vient se rajouter à ce temps des crises qui n'en finit pas. La crise ukrainienne est certes un drame économique, mais elle nous rappelle surtout tristement combien la guerre impacte la vie, et en particulier la vie de tout un peuple. Et c'est sur cette toile de fond que nous allons revisiter l'année 2021, une année 2021 qui, par certains aspects, nous paraît en fait déjà assez lointaine. Alors je vais commencer par revenir sur l'environnement macroéconomique de 2021 qui s'est inscrit en rupture par rapport à celui de 2020. Au plan macroéconomique, 2021, c'est d'abord le vif rebond de la croissance. Vif rebond de la croissance après la mise à l'arrêt de pans entiers de notre économie suite à la crise Covid en 2020. Mais 2021, c'est aussi une grande nouvelle, une énorme inflexion sur le front des taux d'intérêt. Vous savez à quel point cette variable est importante pour notre secteur. Eh bien, vous voyez, après 2 décennies de baisse des taux, après une arrivée en territoire négatif, 2021 marque cette inflexion qu'on attendait tous, la fameuse remontée des taux d'intérêt et la sortie du territoire des taux négatifs. Alors, une sortie, je vous l'accorde, bien modeste, puisque en moyenne, l'OAT atterrit à 0,1% en 2021, mais néanmoins, c'est un événement économique et financier qui est extrêmement important. Et puis, 2021, eh bien, c'est aussi une grande année de performance des marchés avec le CAC donc, qui a pris quasiment 30%. Et puis quand même, on a senti, en particulier au 4e trimestre,
de 2021, l'émergence, la réémergence, devrais-je dire, d'un risque qu'on avait presque oublié, le risque d'inflation. Évidemment, un risque qui s'amplifie en 2022 sous l'effet de la crise russo-ukrainienne. Alors, ce conflit russo-ukrainien, il impacte pas seulement l'inflation, il impacte également les taux d'intérêt, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, on était à 0,1 en moyenne sur 2021, et là, en fait, on arrive déjà à 1%, et puis évidemment, la volatilité des marchés qui redémarre. Alors, dans cet environnement macroéconomique de 2021, comment s'est comporté le marché de l'assurance? Bon, s'il fallait résumer d'un mot, je dirais que le secteur retrouve les tendances d'avant la crise sanitaire. Alors, en assurance vie, on note un très très fort rebond des cotisations qui atteignent un niveau record à plus de 150 milliards d'euros. On va évidemment y revenir. En santé-prévoyance, une tendance de fond, vous voyez qu'à nouveau, les prestations augmentent plus rapidement que les cotisations. Et puis l'assurance de biens et de responsabilité qui bénéficie de la reprise économique. Et maintenant, je vais vous détailler ces chiffres en commençant par l'assurance auto. Alors en auto, ce qu'on peut voir globalement sur ce graphique, eh bien, c'est que les coûts des sinistres, depuis 10 ans, augmentent plus vite que ne diminuent les fréquences qui sont en rouge sur le graphique. Si je précise un peu, si on regarde les accidents corporels, vous voyez que la moyenne de hausse annuelle depuis 10 ans, elle est quand même quasiment à 6%. Et en fait, ça reflète les barèmes qui résultent des décisions des cours d'appel. Pour les dommages matériels, là, c'est vraiment essentiellement le coût des pièces détachées qui est responsable de l'inflation du coût des sinistres. Ces pièces détachées qui ont encore augmenté de 4,6% en 2021, après avoir augmenté de 5,6% en 2020 et 6,5% en 2019, donc une très forte inflation des pièces détachées. Alors, c'est un phénomène que nous dénonçons depuis des années. Certes, en 2021, la durée du monopole des constructeurs sur les pièces visibles a été réduite à 10 ans. Mais d'abord, ça rentre en vigueur qu'en 2023, et puis c'est insuffisant pour avoir un impact, parce qu'en fait, les véhicules de plus de 10 ans, eh bien, en général, ils ne sont pas assurés en dommages, ils sont assurés au tiers. Donc c'est la raison pour laquelle nous militions pour raccourcir ce délai plutôt à 5 ans. Si je suis toujours sur ce sujet de la réparation automobile, je voudrais rappeler nos engagements très forts pris au moment de la COP26 pour promouvoir la réparation durable, donc l'usage des pièces de réemploi dans la réparation automobile et le soutien à toutes ces filières de l'économie circulaire. Alors les fréquences, que dire des fréquences? Évidemment, en 2021, elles ont remonté par rapport à 2020, mais si j'exclus ce point qui était tout à fait exceptionnel de 2020, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on a, depuis 10 ans, et il faut évidemment s'en féliciter, une baisse tendancielle des fréquences des accidents automobiles. Alors c'est en particulier, je l'espère en tout cas, l'impact de nos politiques de prévention qui sont très volontaristes en la matière, qui sont mises en œuvre depuis de très nombreuses années. En 2021, nous avons reconduit notre partenariat avec la Gendarmerie nationale qui permet à la piste d'éducation routière, donc c'est une piste qui est animée par des CRS, qui se déplacent sur tout le territoire, qui accueille les jeunes à partir de 14 ans et qui leur donne des conseils de conduite de deux roues sur une piste dite d'éducation routière. Nous sommes également le plus gros contributeur privé
aux actions de sensibilisation de la sécurité routière, alors avec des actions très très connues comme SAM, celui qui conduit, qui est celui qui ne boit pas. Et puis je voudrais également attirer votre attention, faire une mention spéciale pour une formation, le premier module de formation en ligne gratuit pour les usagers des EDPM. Et c'est notre association Assurance Prévention qui a mis ça en ligne cette année. Le dispositif s'appelle Trot Safe. Et c'est 7 vidéos pédagogiques plus un quiz pour circuler de façon sécurisée, à la fois pour soi-même et pour les autres, quand on utilise une trottinette ou tout autre EDPM. Alors en habitation maintenant, en assurance habitation, là aussi, vous voyez, on retrouve les tendances bien connues. Le coût des dommages augmente continuellement depuis 10 ans, ce qui fait que le ratio combiné des dommages habitation se dégrade et atteint 99,8%. Sur l'assurance habitation, nous avons engagé une démarche similaire à celle que j'évoquais sur l'automobile, à savoir, nous nous engageons sur la réparation durable. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire réparer plutôt que remplacer. Et puis, pour les immeubles, c'est rénover, recycler, plutôt que démolir. Alors, j'en viens maintenant aux dommages aux professionnels. Alors, évidemment, on a ce pic de 2021, ce pic exceptionnel de sinistres, qui correspond au sinistre de perte d'exploitation, mais aussi au sinistre de l'assurance annulation. Maintenant, si je regarde la progression depuis 5 ans sur les sinistres en assurance des professionnels et des entreprises, eh bien là aussi, on voit une augmentation continue du coût des sinistres. Et si je compare le 6,9 milliards de 2021 aux 6,2 milliards de 2019, la progression est de plus de 10%, elle est de 11%. Alors sur le sous-segment maintenant des risques agricoles, les résultats des multirisques climatiques continuent à se dégrader très fortement avec des S sur P qui sont très supérieurs à 100%, ce qui n'est évidemment pas soutenable. Et dans le même temps, le taux de couverture des surfaces exploitées, des surfaces agricoles exploitées, plafonne à 30%, ce qui laisse un grand nombre d'agriculteurs à la merci des événements, et en particulier des événements climatiques. C'est ce qu'on a vu au moment du gel tardif sur les récoltes. Le ministre Julien Denormandie a réuni très très rapidement et à plusieurs reprises tous les intervenants du monde agricole, et j'ai pu découvrir à cette occasion à quel point ils sont nombreux. Et c'est vrai que des épisodes tels que l'épisode de gel ont des conséquences absolument tragiques sur beaucoup d'agriculteurs, et beaucoup d'agriculteurs qui effectivement ne sont pas assurés. Et ce qui se disait dans ces réunions, vous voyez, c'est assez différent d'autres cénacles que j'ai pu connaître, les agriculteurs eux-mêmes reconnaissaient que les assureurs avaient fait beaucoup d'efforts et les soutenaient depuis des années, puisqu'il y avait plus de sinistres que de cotisations, et ce depuis pas mal d'années, et que ce qu'il fallait, c'est en fait établir un nouveau régime d'assurance. Donc ils étaient en demande d'assurance. Alors c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous sommes beaucoup investis dans cette réforme de l'assurance agricole en 2021. Il faut dire que les agriculteurs sont les premières victimes des événements naturels, qui, pour la 6e année consécutive maintenant, ont encore occasionné un coût de sinistre supérieur à 3 milliards d'euros. Et puis, ce qui est très visuel sur cette slide, si vous regardez les traits rouges figurent les moyennes pluriannuelles du coût des sinistres climatiques. Ça se passe ce commentaire, les marges d'escalier ne font qu'augmenter. Alors comme nous, assureurs, nous sommes aux premières loges du réchauffement climatique et de ses conséquences, nous sommes aux côtés de nos assurés à chaque catastrophe climatique, eh bien, depuis des années, on agit, et
sur les catastrophes naturelles, je trouve qu'on éclaire bien cette volonté, bien entendu, d'indemniser et d'être aux côtés de nos assurés, mais de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, donc on s'est mobilisé dans le cadre de la réforme du régime des catastrophes naturelles en faveur des assurés, une réforme que nous demandions depuis des années et qui est intervenue en 2021. Nous avons également investi avec les meilleurs scientifiques français sur la question pour projeter, pour éclairer l'avenir. Et donc, les scientifiques et les économistes ont chiffré à 143 milliards le coût des sinistres climatiques sur les 30 prochaines années, c'est-à-dire 2 fois plus que le coût constaté sur les 30 dernières années. Et puis, nous faisons des propositions concrètes pour essayer de mieux maîtriser ce risque, de le gérer. Donc, nous proposons d'amplifier tout ce qui est cartographie et connaissance des risques climatiques. Nous nous proposons d'investir, et nous le faisons dans la prévention. Nous faisons régulièrement des sondages auprès des Français. Ces sondages montrent qu'à plus de 80%, les Français pensent que le réchauffement climatique va produire de plus en plus de sinistres. Et ça, pas seulement à l'autre bout du monde, mais en bas de chez eux. Par contre, ils sont encore plus de 50% à considérer qu'ils ne sont pas bien informés. Et puis surtout, ils sont plus que 30% à avoir pris des dispositions concrètes pour protéger, par exemple, leur habitation. De la même façon, on constate, et quand on les interroge, eh bien, on voit bien qu'à chaque événement naturel, je pense en particulier aux inondations, eh bien, on déplore des tragédies, c'est-à-dire des gens qui vont aller au 4e sous-sol pour essayer de sauver leur voiture, ou qui vont prendre la voiture pour aller chercher les enfants à l'école, alors qu'il ne faut surtout pas prendre sa voiture quand les routes sont inondées. Donc il y a encore beaucoup à faire en termes d'éducation des populations, mais d'éducation aussi des collectivités locales et des entreprises. Et moi, je me réjouis que dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dite LOPMI, eh bien, notre proposition d'avoir une journée nationale de prévention ait été retenue. En assurance santé et prévoyance maintenant, eh bien, je disais tout à l'heure, les prestations sont toujours plus dynamiques que l'augmentation des cotisations. Et si je fais un focus sur l'assurance santé, c'est-à-dire la partie bleue, en bas dans le graphique, c'est encore plus vrai puisque les prestations augmentent de 12%, tandis que les cotisations ont augmenté de 3,6%. Alors, ça traduit le rôle clé que jouent les complémentaires santé dans le système de santé, un rôle clé qui s'est particulièrement illustré en 2021 avec la mise en œuvre du 100% santé. 2021, ça a été la première année pleine de déploiement du 100% santé. Donc vous voyez que la part du panier de soins 100% santé a considérablement augmenté, en dentaire pour représenter plus de la moitié, en audiologie également. Alors évidemment, ça plafonne sur l'optique, donc là à 6-7%, donc là il y a encore une vraie marge de progrès en optique, mais sur les 2 autres risques, on voit que cette réforme est véritablement un succès. Donc c'est un succès, donc ça facilite l'accès aux soins pour nos concitoyens, il faut s'en féliciter, c'est très bien. C'est un succès qui coûte cher quand même aux assureurs santé de France Assureurs, puisque le coût additionnel de cette réforme, pour nous, c'est 346 millions d'euros. Et ces 346 millions d'euros, donc c'est un surcoût de quasiment 400 millions en dentaire, un surcoût d'environ 70 millions en audiologie et des économies en optique, mais qui sont très en deçà de ce qui était attendu, ce qui fait qu'au total, c'est donc un alourdissement très important de la charge de sinistre. Donc, contrairement à ce qu'avait prédit le ministère de la Santé, il n'y a pas eu de compensation des impacts entre les 3 risques. Alors, j'en viens maintenant à l'épargne et à l'assurance vie.
Donc l'assurance vie et les cotisations qui atteignent un niveau absolument record en 2021 à plus de 150 milliards d'euros. Après le trou d'air, faut-il le rappeler, en 2020, mais rappelez-vous, 2020, c'était l'année du premier confinement, et pendant le premier confinement, les réseaux commerciaux ont été mis à l'arrêt. Donc ça démontre bien que l'assurance vie, c'est un produit qui se vend. Ce n'est pas un produit qui s'achète. Et c'est normal parce que pour souscrire un contrat d'assurance vie, on a besoin de conseils. Et cet exercice de la mission de conseil, eh bien, évidemment, elle est exercée par les intermédiaires. Donc, s'ils sont à l'arrêt, eh bien, on vend moins de contrats d'assurance vie. C'est mécanique. Des cotisations qui se répartissent à 61% en euros, 39% en unités de compte. Et je dirais que ces excellents chiffres, ils confirment le fait que l'assurance vie, c'est le produit préféré des Français. On les a interrogés là-dessus, donc les sondages le confirment et les chiffres en attestent. Quand on les interroge, finalement, ils voient le contrat d'assurance vie comme le produit couteau suisse. Alors, produit couteau suisse, d'abord un produit qui va les protéger en cas de coup dur. Un produit qui va les aider à se constituer un complément, par exemple en vue de la retraite, ou d'accumuler un peu d'épargne s'ils ont envie ensuite de faire une acquisition immobilière, ou de financer les études des enfants. Et effectivement, quand on les interroge, les deux priorités que les Français assignent à leur épargne, c'est la sécurité et la liquidité. Et c'est bien sur ces deux critères qu'ils choisissent l'assurance vie. Alors même s'ils ont envie d'un placement liquide, en fait, ils restent très longtemps dans les contrats d'assurance vie, puisqu'en moyenne, les contrats durent 12 ans, ce qui permet, avec les sommes que nous confient les Français, de financer effectivement et de façon durable l'économie. En termes de collecte nette, donc la collecte nette, je vous rappelle, c'est les cotisations moins les prestations. Donc on voit très nettement le rééquilibrage entre les euros et les UC en faveur des unités de compte, ce qui fait qu'au total, le stock d'assurance vie fin 2021, il est constitué à 73% de garantie en euros et à 27% de garantie en unités de compte. Juste pour fixer un peu les choses, en 2010, on était à 84% en euros et à 16% en unités de compte. Donc vous voyez, c'est vraiment une transformation lente, mais qui se confirme sur la durée et qui illustre l'évolution des besoins des Français en matière d'épargne, puisque c'est évidemment, les produits sont proposés en fonction des besoins exprimés par le client. Sur l'assurance vie, toujours, souvenez-vous, la loi Pacte énonçait un principe de transférabilité intra-compagnie. Alors, la loi Pacte présentait cette transférabilité intra-compagnie comme une faculté soumise à validation de l'assureur. Et ce qu'on voit, c'est que les assurés ont saisi cette faculté et que les assureurs ont joué le jeu, puisque en 2021, il y a eu 80% de plus de transferts qu'en 2020. Et nous avons souhaité aller plus loin que les dispositions de la loi Pacte, avec un mécanisme d'acceptation automatique des demandes de transfert, dès lors notamment qu'il s'agit du même distributeur, et évidemment que ce distributeur a exercé son devoir de conseil au moment du transfert. Alors, au sein des produits d'assurance vie, je voudrais faire un petit focus sur le PER, le plan épargne-retraite, lancé en octobre 2019, et qui connaît un très vif succès auprès des Français, puisque après un lancement extrêmement récent, on a déjà aujourd'hui 2,6 millions de détenteurs et quasiment 30 milliards d'encours, avec un encours qui se répartit à 50-50 entre les euros et les UC. Ça veut dire que comme en plus le PER, c'est plutôt un produit long, et bien avec cette épargne accumulée, on va là aussi
pouvoir financer l'économie productive de notre pays. Et puis pour clore cette séquence assurance vie, un mot sur les rendements. Alors d'abord les supports en UC, mais on a vu la performance du CAC tout à l'heure, hein, donc les supports en UC ont bien performé. En moyenne, ils rapportent 9% en 2021. Les supports euros ont une rentabilité qui a quand même été maintenue à 1,3%. Alors maintenant, si je tiens compte du fait que finalement le contrat moyen du marché, il a 3/4 d'euros, 1/4 d'UC, eh bien ça veut dire qu'en moyenne, eh bien le contrat moyen, il a rapporté 3,1% en 2021. Maintenant, si je regarde sur longue période, ces différentes courbes, avec en particulier la courbe qui figure l'inflation, eh bien, ces différentes courbes vous montrent que l'assurance vie a toujours surperformé par rapport à l'inflation, ce qui montre que l'assurance vie, c'est bien le produit qui protège l'épargne des Français, et ce, en particulier grâce à son mix euro et UC. Alors, notre deuxième grande mission, c'est, au-delà de la protection, c'est de financer les placements accumulés, les actifs accumulés fin 2021 atteignent plus de 2 700 milliards d'euros. Et ces 2 700 milliards d'euros sont investis à 62% dans les entreprises. Ça veut dire qu'il y a 1 700 milliards d'euros d'investis directement dans les entreprises. Vous voyez, 62%, on n'avait jamais atteint un tel pourcentage. L'investissement dans les PME-ETI, à lui seul, a augmenté de 20% en 2021, soutenu en particulier par tous les dispositifs relance. Au total, ce n'est pas moins de 22 milliards d'euros que les assureurs ont mobilisés sur les différents dispositifs relance. Alors, je commence par Relance Durable France, puisque c'est notre dispositif que nous avons lancé en juin 2019. Nous avons déjà financé très directement plus de 400 PME et ETI répartis sur tous les territoires avec notre programme Relance Durable France. Il y a évidemment aussi les engagements pris dans le cadre des prêts participatifs Relance, mais aussi les obligations Relance, ces deux produits ayant été finalisés dans le courant de l'année 2021, et puis les fonds labellisés Relance, qui atteignent déjà un montant de 7,3 milliards d'euros. Et tous ces investissements en faveur de la relance, ils répondent toujours à un triple objectif: la souveraineté économique, être au service des territoires et financer l'innovation technologique et scientifique, mais aussi verdir notre économie. Parce qu'effectivement, les assureurs sont des investisseurs clés et incontournables pour la transition écologique. On a parlé tout à l'heure de nos engagements très concrets dans la réparation durable, que ce soit en auto ou en habitation. Nous nous mobilisons également avec nos actifs, nos montants d'actifs qui sont très importants. 74% d'entre eux sont déjà couverts par une analyse extra-financière qui comporte des critères ESG. Les placements dits verts ont augmenté de plus de 30% en 2021. Et enfin, l'exposition au charbon thermique ne fait que baisser et elle atteint maintenant 0,6% à la fin de 2021. Alors, pour donner vie à tous ces engagements, pour protéger les personnes, pour protéger les biens et pour gérer 35 000 nouveaux sinistres tous les jours, l'assurance emploie 250 000 collaborateurs. Des hommes et des femmes qui sont répartis sur tout le territoire, qui travaillent dans 55 400 établissements. Nous sommes un secteur dynamique qui recrute, un secteur qui est en pointe sur le dialogue social avec de nombreux accords de branche qui sont signés chaque année, et un secteur qui prépare l'avenir en embauchant beaucoup de jeunes. Les moins de 30 ans représentent la moitié de nos recrutements,
et en embauchant toujours plus d'alternants, année après année. On est aujourd'hui autour de 6 000. On prépare l'avenir également en faisant des propositions concrètes pour relever un défi qu'on a identifié. Ce défi, c'est de produire plus de compétences scientifiques ou ingénieurs dont on a déjà besoin aujourd'hui, mais dont on aura encore plus besoin demain. Sans oublier d'y augmenter la part des jeunes filles et des femmes, évidemment. Et il en va de notre compétitivité nationale. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un fossé grandissant entre les profils qui sortent du système éducatif et les besoins de nos entreprises. Alors, on a vu comment nous avons répondu, comment en 2021 notre secteur s'est comporté. Je voudrais conclure en illustrant également comment nous avons préparé l'avenir en 2021, comment est-ce qu'on a anticipé les changements à venir. Alors en effet, pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'anticiper cette montée et cette recomposition extrêmement rapide des risques. Et pour cela, vous pouvez compter sur les assureurs. Notre métier, c'est d'anticiper à court terme, à moyen, à long terme. Notre métier, c'est la compréhension des risques et c'est surtout la capacité de vous accompagner tout au long de votre vie et sur la durée. Et notre niveau très élevé de solvabilité, vous voyez, on est à plus de 240% en vie, on est à quasiment 270% en non-vie, eh bien, ce niveau très élevé de solvabilité qui se maintient malgré toutes les crises que nous traversons, eh bien, c'est la garantie de notre pérennité. J'ajouterai au passage, s'il en était besoin, que le maintien de ratios très élevés, y compris au travers de toutes ces crises que nous traversons, confirme qu'il n'y aurait vraiment aucune raison d'alourdir les contraintes prudentielles lors de cette révision de notre norme de solvabilité 2, révision qui est en cours à Bruxelles. Alors, en 2021, on a agi pour protéger la société contre la montée des risques, que ce soit vis-à-vis des aléas climatiques, que ce soit contre les cyberattaques, que ce soit aussi pour lutter contre le renoncement ou les inégalités dans l'accès aux soins. Nous avons agi dans énormément de domaines, là où nous sentons que les risques augmentent. Eh bien, en 2022, nous allons plus loin et nous formulons des propositions complémentaires pour relever ensemble les défis qui sont liés à cette montée générale des risques et à cette recomposition extrêmement rapide du paysage des risques. Et c'est d'ailleurs en ces termes que j'approche les candidats ou les équipes de campagne dans le cadre de l'élection présidentielle, parce que pour moi, une chose est certaine. Quel que soit le candidat ou la candidate qui sortira des urnes, une chose est certaine. Il ou elle devra trouver des solutions, des réponses face à cette montée des risques. Et dans ce domaine, les assureurs sont les partenaires privilégiés des pouvoirs publics. Merci. Merci beaucoup, Florence. J'espère que mon micro fonctionne. Merci beaucoup, Florence. Voilà, mon micro fonctionne, donc vous m'entendez à distance. Je ne me lève pas parce que je suis devant mon ordinateur pour regarder les questions qui arrivent en ligne. Il y a des personnes de mon équipe qui sont là et qui vont pouvoir vous donner les micros, donc je vous propose qu'on démarre la séance de questions-réponses. Florence est là pour répondre à vos questions. Les micros ne sont pas loin. Jean-Baptiste en a un. Voilà. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend bon. très bien, oui. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes à chaque fois, s'il vous plaît, et pour quel journal ? Oui, Jean-Philippe Dubosc, toutsurmesfinances.com. J'ai deux questions qui n'ont absolument rien à voir. Est-ce que... Non, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Ah d'accord, Jean-Philippe Dubosc, toutsurmesfinances.com. J'ai deux questions qui n'ont absolument rien à voir. Est-ce que vous avez un taux de rendement pour les PER assurantiels ?
puisque là, vous nous avez présenté UC, Eurocroissance, fonds euro. Vu que vous nous avez dit très justement que c'était un placement qui avait rencontré son public, peut-être que maintenant vous avez un indicateur de rentabilité. Et puis par ailleurs, pourquoi est-ce que le 100% santé, ça ne fonctionne pas en optique? Est-ce que les opticiens ne jouent pas le jeu? Et est-ce que du coup, vous avez peut-être des actions vis-à-vis de ce public? Merci. Alors sur le pair, si on considère que le pair est réparti à 50-50 entre l'euro et l'UC, je vous laisse faire la règle de 3 entre le 9% sur les UC et le 1,3 sur les euros. Mais tout ça, c'est une moyenne et nous, on ne commande pas évidemment la rentabilité des contrats de chacune des compagnies. Mais rien... C'est ce que j'ai dit. Donc c'est une moyenne, c'est une sorte de contrat notionnel, si vous voulez. Sur votre deuxième question, donc sur le 100% santé, donc on fait exactement le même constat que vous. D'ailleurs, je l'ai mentionné, le panier de soins 100% santé plafonne en optique. Bon, il est quand même largement diffusé dans les réseaux des assureurs santé. Donc là, il est proposé. Donc je pense que les pouvoirs publics s'en saisissent et sont bien conscients de l'action qu'il faut mener à destination du secteur. Oui. Bonjour. Là, on m'entend, oui. Carole Mollet, journaliste du Revenu. Moi, je pose toujours la même question depuis pas mal d'années sur l'assurance vie. Dans les unités de compte, qui est une sorte de boîte noire quand même pour les assurés, pourquoi est-ce que vous avez des chiffres de répartition entre les différentes catégories d'unités de compte et pourquoi vous les mettez pas comme ça, vous les présentez pas? Ça rendrait les unités de compte un petit peu moins boîte noire. Alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est que les Français choisissent de plus en plus, proportionnellement, je dirais, d'orienter vers l'épargne, vers les unités de compte. J'en conclus plutôt qu'ils sont pas mal informés sur ces unités de compte, parce que sinon, ils resteraient comme, encore une fois, leur première demande, c'est la sécurité. Quand on les interroge, eh bien, s'ils mettent de plus en plus relativement d'unités de compte dans leur contrat, c'est qu'ils ont bien compris dans quelles conditions ça pouvait se faire, les différents types d'unités de compte qui sont à leur disposition. Et c'est effectivement tout le travail du commercial, de l'intermédiaire, que de faire exprimer au client ce qu'entre spécialistes on pourrait appeler son appétit pour le risque, mais qui demande un vrai dialogue avec le client. Donc l'appétit pour le risque, ça comprend la durée de l'investissement, la destination de l'épargne, le montant global, la surface financière évidemment du prospect. Ça dépend aussi de l'âge des personnes. Enfin, vous voyez, donc il y a toute une série de questions à la suite desquelles il faut faire une synthèse. Et en fonction de cette synthèse, eh bien, c'est l'intermédiaire qui va proposer telle ou telle répartition déjà globale entre euro et UC, et ensuite un choix d'UC. Oui, vous avez raison, dans les UC, il y a du plus risqué au moins risqué. Mais je veux dire, c'est fait pour, et c'est bien ce que souhaitent les clients, puisqu'ils souhaitent avoir un maximum de choix dans l'investissement qu'ils vont faire. Sur les flux d'unités de compte, on a 47% d'obligations et on a 33% d'actions. Vous voyez, sur les flux. Et 11% d'immobilier. Donc moi, je peux vous le donner. Après, vous savez, faire la presse que je viens de faire, c'est un exercice intéressant. On va vous donner à la sortie 80 pages. Hein. Donc là, vous aurez tous les chiffres, dans tous les sens. Mais moi, je me donne 25 minutes à peu près pour justement laisser suffisamment de temps aux questions. Et donc, on ne peut pas retenir tous les indicateurs, mais vous en aurez beaucoup dans le gros fascicule qui va vous être remis à la sortie. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour.
Bonjour, Colline Daclin, je travaille pour l'AFP. Vous parliez en fin de présentation des nombreux livres blancs que France Assureur a publiés. Est-ce que vous voyez déjà des propositions qui ont été reprises par les candidats ? Alors oui, puisque j'ai cité dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, eh bien, il y a cette journée nationale de prévention sur les événements naturels. Nous demandions également depuis de nombreuses années, mais en particulier dans le contexte de 2022, nous demandions une clarification sur le caractère assurable ou pas des rançons dans le cadre du risque cyber. Nous avons la réponse, là aussi, dans ce projet de loi LOPMI. Et typiquement, donc, eh bien, ce projet de loi reprend les conclusions du haut comité juridique de place qui a rassemblé tous les experts du sujet, parce qu'il y a beaucoup de dimensions à intégrer dans l'assurance cyber, et y compris des comparaisons internationales. Et donc la France, comme les autres pays dans le monde, ne veut pas interdire l'incorporation de la garantie sur le paiement des rançons dans les contrats d'assurance cyber. En revanche, et comme nous l'avions nous-mêmes proposé, elle lie cette faculté au fait qu'il y ait dépôt de plainte systématiquement à partir du moment où on en arriverait à cette extrémité, parce qu'évidemment c'est une extrémité que d'en arriver à rembourser la rançon qui a été payée par l'assuré. Donc oui, sur ce thème-là également, on peut dire celui sur la santé que j'aime beaucoup. Celui sur la santé, il s'est exprimé, puisque au moment où on a sorti ce livre blanc, rappelez-vous, il y avait un grand débat sur la grande sécu. Eh bien, j'imagine que nous, entre autres, parce que beaucoup de gens se sont exprimés, donc nous nous sommes exprimés contre cette grande sécu, et nous avons illustré, c'est pas simplement d'être contre pour le plaisir d'être contre, c'est parce que nous considérons que ça n'est pas une réponse aux 4 grands défis qui sont ceux de la santé des Français, et que je vous rappelle, les inégalités d'accès aux soins, la fragmentation des parcours, l'espérance de vie en bonne santé, qui est un mauvais indicateur en France, on est 9e en Europe, et parce qu'on n'a jamais eu des politiques de prévention à la hauteur, et enfin l'équation financière qui n'est pas tenable, puisqu'elle consiste à reporter sur les générations futures le coût de notre santé d'aujourd'hui. Et donc, on revient sur ces défis, sur la façon de les relever collectivement, et c'est une façon aussi de démontrer que la grande sécu n'était en rien une réponse par rapport à ces 4 défis. Nous sommes heureux de constater que l'immense majorité des candidats, on va le dire comme ça, ne reprend pas cette idée de grande sécu. Donc oui, nous avons sorti, de toute façon on a sorti notre plateforme présidentielle assez tôt dans le process, puisqu'on est sorti dès début janvier, ce qui nous a laissé le temps d'approcher les équipes de campagne des différents candidats. Donc je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais oui, il y a un certain nombre de propositions qui sont d'ores et déjà reprises. Et puis on continuera, parce que ça, maintenant, c'est notre socle. Bonjour, Grégoire Fenet pour Bonjour. AEF Info. Juste une petite question de précision au début. Le coût sur le 100% santé, le coût additionnel de 346 millions que vous avez évoqué, c'est un surcoût annuel ou c'est un surcoût Oui. D'accord. Oui, c'est annuel. D'accord. Sur le 100% santé toujours, est-ce que vous avez une estimation de l'augmentation tarifaire des sociétés d'assurance pour la santé sur 2022 ? Et est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement, est-ce que vous avez le sentiment que le 100% santé a impacté de manière sensible cette augmentation tarifaire, éventuellement des moyennes ou une amplitude ? Autre sujet sur la dépendance, vous en avez pas parlé. D'habitude, vous nous faites un point sur les contrats à dépendance. J'imagine que ça doit être dans les 80 pages que vous nous avez concoctées à la sortie, mais si éventuellement vous pouvez nous en toucher un mot. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez au niveau de la fédération commencé à recalculer l'impact sur la sinistralité prévoyance d'un report de l'âge légal de départ à la retraite ? Merci.
Alors, plus généralement, au cas il y aurait d'autres questions sur les tarifs. Vous savez qu'il y a une réglementation sur la concurrence qui nous interdit, à nous, fédérations professionnelles, de parler des tarifs. Nos membres n'échangent pas, dans le cadre de la fédération, rien du tout sur les tarifs. Donc nous, ce n'est pas nous qui faisons des observatoires sur les tarifs des assureurs. De toute façon, on n'a pas le droit. Alors après, maintenant, il y a quelques vérités qui s'imposent. Quand les risques augmentent, quand les prestations augmentent, eh bien, en général, il y a un moment où il y a vraiment besoin d'augmenter les cotisations en face. Et ça, je veux dire, c'est une vérité qui se retrouve sur tous les risques et pas seulement sur l'assurance santé. Et là, le dynamisme de la consommation en frais de soins en 2022, elle est en particulier tirée par le 100% santé, elle est tirée également par un rattrapage suite au confinement et à la moindre consommation de soins qu'on avait expliqué pendant l'année 2020. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui, en 2020, n'ont pas pu se soigner. Il y a du suivi de maladies chroniques qui n'a pas pu se faire puisque les gens ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Ça a des conséquences. D'abord en rattrapage de consommation et puis malheureusement aussi en alourdissement des pathologies. Donc là, je veux dire, c'est un global. C'est difficile. Là, nous, on a chiffré juste sur l'impact du 100% santé. Mais globalement, on a de toute façon, oui, dans notre pays, mais enfin, l'ONDAM, depuis toujours, augmente aux alentours de 2,5 ou 3% chaque année. Donc, et c'est l'ONDAM. Donc oui, la consommation de santé augmente dans notre pays. Alors, vous me posez la question de la dépendance. Les contrats dépendance, il y a 7,6 millions de Français qui sont couverts, donc des contrats en capitalisation. On atteint manifestement un palier sur la diffusion, la commercialisation de ce produit, on le dit depuis quelque temps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec la FNMF, faire une proposition complémentaire. Parce que, par-delà les quand même 7,6 millions de personnes qui sont couvertes, c'est déjà pas mal, mais il reste un énorme sujet sur la dépendance. Donc, on a créé cette 5e branche, mais on a créé un contenant son contenu, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc nous, on fait une proposition très concrète qui permettrait d'offrir une garantie dès l'entrée en vigueur de la loi, parce que ce serait poolé entre les assureurs, mais ce serait géré en répartition. Donc ça veut dire que dès le lendemain du vote de la loi et de la sortie éventuelle des décrets, on pourrait couvrir, par le versement d'une rente, tous les Français qui tomberaient en dépendance lourde. Et ça peut se faire très simplement en incorporant une garantie dépendance dans les complémentaires santé. Et on pourrait imaginer un nouveau type de complémentaire santé, plutôt moins taxé, parce que même le contrat responsable est quand même encore taxé à 13%, ce qui est énorme. On est à 0% en Allemagne, on est entre 1 et 2% en Italie, en Espagne. Enfin, c'est pas normal. La santé, c'est un bien essentiel. Ça ne devrait pas être taxé. Donc, on demande aussi, on suggère à la fois d'incorporer ça dans un nouveau type de contrat complémentaire santé, et puis aussi de baisser les taxes, parce que là, c'est le Français qui fait un effort pour s'assurer lui-même. Notre dispositif, il ne requerrait pas d'argent public pour le financement. C'est de l'assurance privée. Et ça peut être assuré par de l'assurance privée parce que le risque est mutualisable. Parce qu'on ne finit pas tous notre vie, heureusement, lourdement dépendants, c'est-à-dire en GIR 1 ou en GIR 2. Donc ça veut dire que le risque est mutualisable. Donc il peut être couvert par l'assurance privée sans faire appel à des fonds publics. Et ah oui, alors votre dernière question, c'était sur la réforme des retraites. Écoutez, non, à ce stade, on n'a pas travaillé sur cette question. On attend d'en savoir un peu plus sur
les modalités de cette réforme. Bonjour, Danielle Guinaud au Figaro. Vous avez mentionné au début de votre présentation la guerre, le conflit en Ukraine, en Russie, enfin en Ukraine. Est-ce que, au niveau de la fédération, vous avez évalué l'impact de ce conflit sur le secteur en France? Tout à fait. Alors d'abord, quand on parle de l'Ukraine, il faut quand même rappeler que plus important, c'est d'accorder tout notre soutien à ces populations qui vivent un drame au quotidien. Mais oui, nous avons évalué l'impact sur le secteur de l'assurance. Cet impact est extrêmement minime au global. L'impact, aujourd'hui, on le chiffre à 0,1% en termes d'activité et 0,03% en termes d'actifs gérés. Donc c'est un impact qui est très minime. Mais je reviens sur le besoin des personnes, et en particulier des réfugiés ukrainiens, dont un certain nombre sont accueillis dans notre pays. Donc vous avez vu que nous avons voulu aider nos assurés qui font preuve de solidarité en accueillant chez eux des réfugiés ukrainiens. Et nous avons donc étendu gratuitement la garantie responsabilité civile de leur multirisque habitation. Et puis j'ai une très très bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que nous sommes en train de finaliser les discussions avec les douanes pour qu'elles puissent distribuer un produit de RC Auto. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler, c'est une évidence, mais bon, l'Ukraine n'étant pas dans l'espace carte verte, normalement, les Ukrainiens, avant, quand ils sortaient de leur pays, à la frontière, ils achetaient auprès des douanes, enfin s'ils sortaient en auto, une assurance dite assurance frontière. Donc c'est une ERC pour pouvoir circuler dans l'espace européen, puisqu'ils sont immatriculés en Ukraine. Bon, alors on peut imaginer dans les circonstances d'aujourd'hui que les frontières sont peut-être plus floues et il n'y a peut-être pas de poste frontière pour délivrer un petit papier et accorder donc une garantie de responsabilité civile automobile. Et donc on s'est mobilisé depuis plusieurs semaines pour voir avec les douanes comment est-ce que les douanes pouvaient délivrer gratuitement une couverture en responsabilité automobile pour justement ces réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays et qui sont arrivés en France en voiture. Et donc la bonne nouvelle, mais vraiment elle date de ce matin, c'est que bon, on est en train de finaliser les détails concrets, mais donc les assureurs vont bien pouvoir offrir donc 2 mois de couverture gratuite en RC pour les véhicules des réfugiés ukrainiens. Bonjour, Thierry Goubi pour News Assurance Pro. Madame Lussmann, est-ce que vous serez candidate à votre réélection à la présidence de la Fédération française de l'assurance, tout simplement? Tout simplement. Alors, il y a une élection présidentielle en ce moment. C'est celle de la présidence de la République française. Et celle-là, elle me mobilise et elle nous mobilise énormément. Alors, effectivement, il y en a une autre. Et sur l'autre, celle que vous évoquez, eh bien oui, j'ai envie avec les équipes, de continuer à installer l'assurance dans le débat public. Vous savez que c'est une activité économique que je trouve absolument passionnante. Je crois qu'on a commencé à la réinstaller peut-être un peu plus dans le débat public. On a commencé à restaurer, ou en tout cas à installer une image différente. Vous avez eu la gentillesse de citer nos livres blancs, donc c'est une démarche complètement nouvelle qui est pas centrée sur l'assurance. Hein. Vous avez vu, quand j'ai parlé de livres blancs sur la santé, c'est bien les défis de la santé des Français qui sont importants.
Après, dans les propositions, évidemment, on fait des propositions qui sont à notre main. Donc, dans tous ces livres blancs, les propositions comportent des propositions de type assurantiel, mais elles arrivent à la fin et dans ces livres blancs, donc, on éclaire le débat public. On a beaucoup d'informations, beaucoup de données sur beaucoup de sujets. Et il était grand temps, je pense, de les mettre à disposition du grand public de la façon la plus comestible qui soit. Et j'espère qu'on y est arrivé. En tout cas, c'est le but que nous poursuivons avec ces livres blancs. Bonjour Madame Lussmann, Nessimine Garbia de la Tribune de l'Assurance. J'aurais deux petites questions. La réforme de l'assurance récolte a été adoptée il n'y a pas très longtemps. Il y a des discussions actuellement pour définir ses modalités. Et notamment, il y a une question du pool de assurance et de réassurance entre assureurs. Cette question, semble-t-il, ne fait pas l'unanimité entre les différents acteurs, entre différents assureurs. Faut-il s'attendre à une position commune de France Assureurs sur cette question? Et ma deuxième question, plus d'actualité, il y a eu récemment une expropriation des avions en Russie. Peut-on évaluer l'exposition des assureurs français sur cette thématique? Merci. Alors, sur l'assurance récolte, d'abord, je voulais dire qu'on s'est beaucoup mobilisé pour cette réforme, parce que cette réforme, elle est bénéfique pour les agriculteurs. C'est ça qui est important. On s'est mobilisé également parce qu'on était tout à fait en phase avec ce schéma à 3 niveaux. Un premier niveau d'auto-assurance, on va dire. Un deuxième niveau de mutualisation des risques grâce à l'assurance. Et puis un troisième niveau où là, c'est la garantie de l'État quand on est sur des risques de pointe. Donc, on était tout à fait en phase avec ce schéma global. On est également tout à fait en phase avec l'idée du guichet unique pour, encore une fois, faciliter la vie des agriculteurs qui sont touchés par des événements climatiques dans le cadre de leur récolte. Donc, on est très à l'aise avec les grands piliers de cette réforme. Alors maintenant, cette réforme, elle va rentrer en vigueur, mais pas avant 2023. Donc maintenant, les discussions continuent. Et vous avez raison, sur le deuxième étage, sur l'étage assurantiel, eh bien, il y a des discussions sous l'égide de la direction du Trésor, auxquelles participent tous les assureurs qui sont concernés par ce risque agricole, et chacun a la possibilité d'exprimer sa vision dans ces conditions, et encore une fois, sous l'égide des pouvoirs publics. Je ne doute pas qu'on arrivera à trouver une solution. Alors, votre deuxième question, pardon, c'était sur les avions. Alors, les avions, effectivement, qui sont cloués au sol, en tout cas, enfin, en tout cas, qui peuvent plus être exploités, je dirais, par certaines des compagnies. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'appropriation de ces avions. Donc, mais si tel était le cas, notre analyse, c'est que l'appropriation pourrait rentrer dans le risque, dit risque de guerre de l'assurance transport aviation, sachant que l'assurance transport aviation est la seule assurance dans laquelle le risque de guerre peut être couvert. Il n'est pas systématiquement exclu. Donc voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui, sachant que, bien entendu, il faut respecter et appliquer toutes les sanctions. Donc, les assureurs sont très attentifs à ce qui se passe en Russie, les assureurs aviation. Bon, l'essentiel du marché de l'assurance aviation n'est pas en France. C'est quand même plutôt sur le marché de Londres. Donc, non, nous n'avons pas d'évaluation spécifique pour le marché français. D'autant que là, c'est, à notre avis, un peu prématuré. Mais les événements peuvent aller vite. Bonjour, Solène Poulenec aux Échos. Je voudrais revenir sur la guerre et le risque cyber, parce qu'on entend que les assureurs sont assez frileux à couvrir des entreprises en cyber, notamment dans le contexte de la guerre, puisqu'il y a la menace d'attaques cyber provenant d'un État.
Vous avez mentionné la loi LOPMI et le fait que la possibilité de prendre en charge des rançons semblait être acceptée, mais qu'en est-il, dans quelle mesure est-ce qu'il faut modifier encore le cadre juridique pour que les assureurs prennent couvrent davantage les entreprises, notamment quand il y a une situation avec une guerre et des attaques potentiellement d'origine étatique. Sur l'assurance agricole, je voulais aussi savoir, comme les discussions semblent être un petit peu à l'arrêt, là déjà on reparle de possibles gels, dans quelle mesure, à quel horizon vraiment vous pensez que les agriculteurs pourront être couverts avec des garanties d'assurance nouvelle génération? Par ailleurs, sur l'assurance auto, il me semble avoir vu dans le programme de Valérie Pécresse qu'elle proposait de supprimer la surprime d'assurance auto pour les jeunes conducteurs. Il y a par ailleurs un groupe de travail qui a été lancé sur le fonds de garantie des victimes, disant que sur la question du coût de l'assurance auto, notamment pour les jeunes qui sont souvent concernés par la non-assurance, je voulais savoir ce que les assureurs pouvaient faire pour diminuer le coût de l'assurance auto pour les jeunes. Merci. Alors, sur le risque cyber, d'abord, le risque cyber, aujourd'hui, on considère que les conditions de préparation de notre tissu économique, et je disais exactement ça avant la guerre russo-ukrainienne, hein, mais les conditions de préparation de notre tissu économique ne sont pas réunies pour qu'une assurance à grande échelle se développe. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a un entrepreneur sur deux dans les PME qui continue à penser qu'il n'est pas susceptible de subir une attaque cyber. Parce qu'il a encore dans l'idée qu'il ne gère pas de secret défense, de process industriels sophistiqués qui pourraient intéresser des grandes puissances dans le monde. Et donc, il se sent épargné. Il y a un énorme travail d'éducation à faire. On s'y est attelé en 2021, puisqu'on a fait un partenariat avec la Gendarmerie nationale pour aligner au total, si on pense aux intermédiaires d'assurance, plus les 7000 gendarmes, pas moins de 19 000 spécialistes de ces questions sur tout le territoire et qui vont dans les entreprises pour expliquer qu'il faut changer ses mots de passe, qu'il ne faut pas les laisser écrits sur le bureau, qu'il faut que les mots de passe soient suffisamment longs et suffisamment compliqués pour qu'ils soient un peu difficiles à craquer, et qu'il faut sauvegarder ces données, et que 80% des attaques cyber sont des attaques par rançongiciel, c'est-à-dire des pirates du web qui bloquent votre système d'information et qui vous demandent de l'argent en échange d'une supposée remise en état de votre système d'information. Donc le sujet du risque cyber, c'est d'abord la prévention, l'éducation. Si je faisais une comparaison avec l'assurance vol, eh bien, c'est un peu comme si on sortait de chez soi sans fermer la porte, sans fermer les fenêtres, et en laissant les clés de la voiture sur le tableau de bord. On est vraiment à ce niveau-là, et on est très très loin des niveaux de protection qui sont requis par les assureurs pour couvrir ce risque. Et c'est la raison pour laquelle ce risque, jusqu'à présent, ne s'est pas énormément développé. Alors, dans ce contexte-là, qui était préexistant avec déjà une hausse des attaques, puisque l'ANSSI a répertorié 37% de plus d'attaques dans les entreprises en 2021 par rapport à 2020. Donc on était déjà sur un accroissement. Le contexte de la crise russo-ukrainienne augmente le risque. L'ANSSI le dit. L'ANSSI envoie très régulièrement des messages de vigilance. Donc ça veut dire que globalement, ce risque, il augmente encore plus vite que ce qu'on avait prévu. Et donc dans ces conditions-là, ça ne contribue pas à rendre le risque plus assurable que ce qu'il était avant. Ce qui rend le risque assurable, c'est les mesures de protection qui sont mises dans les entreprises. Et vous avez raison, ce n'est pas une question juridique.
la question des rançons, elle était quand même très importante parce que, autant pour le client et pour l'assureur, c'est extrêmement important de savoir pourquoi on est couvert. Mais maintenant, ça y est, enfin bon, cette loi d'orientation donne la réponse. Bon. Donc, mais pour moi, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas juridique. Le sujet, il est que les entreprises doivent déployer des mesures de protection, une culture du risque. Et ce n'est pas seulement au mieux d'avoir un chief data officer et un responsable des systèmes d'information qui est conscient de la menace, etc. Enfin, l'éducation au risque, c'est dans toute l'entreprise, parce que tout le monde utilise le système d'information. Et puis, il y a de plus en plus de télétravail, donc les conditions dans lesquelles on accède au système de l'entreprise à distance. Enfin, donc il y a énormément de sujets, mais qui pour moi sont des sujets de prévention et de protection pour permettre à l'assurance cyber de se développer. Alors par ailleurs, c'est aussi un risque qui peut devenir systémique. On imagine malheureusement des situations dans lesquelles un pays pourrait être quasiment mis entièrement à l'arrêt suite à des attaques cyber. Ça veut dire aussi que c'est sans doute un risque qui se prêterait bien à un partenariat public-privé, c'est-à-dire avec une garantie de l'État qui intervienne au-delà d'un certain niveau, et en tout cas quand le risque devient totalement systémique. Pour conclure sur ce point, bien garder en tête aussi que sur ce risque comme sur d'autres, les réassureurs ont un rôle absolument central et que la réassurance est mondiale. Et que les réassureurs donc, sont sensibles aux évolutions des risques, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont déterminer leur capacité de réassurance. Donc je dirais que c'est une pièce supplémentaire dans le puzzle. Mais vous voyez, pour moi, ce sont plus des considérations techniques et de gestion du risque qui prévalent et des questions sur lesquelles on doit apporter des réponses collectivement maintenant que des sujets juridiques. Alors, sur l'assurance agricole, écoutez, moi, je n'avais pas du tout ce sentiment. Le groupe de travail au Trésor continue à se réunir, à ma connaissance. Et normalement, la loi doit rentrer en vigueur en 2023. Donc normalement, ils auront abouti avant. Alors, sur la proposition concernant l'assurance autour des jeunes, écoutez, là, je suis désolée, mais elle nous avait échappé. Donc, on n'a pas de... Voilà, moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette dernière question. Bonjour, Arnaud Dumas de Novetic. Je vais revenir sur l'assurance vie et sur les UC labellisés que la loi Pacte oblige à proposer. Est-ce que vous avez noté un impact dans les flux des UC? Est-ce qu'il y a plus d'UC durables ou responsables qui sont prises? J'avais une deuxième question sur la sécheresse qui commence en France en ce moment. Je voulais savoir si vous prévoyez un impact sur les habitations important cette année. Je crois que l'année dernière, il n'était pas si élevé que ça, mais est-ce que cette année, il va encore augmenter? Et si vous avez des mesures de prévention aussi sur ce thème-là, pour la partie habitation. Merci. Alors oui, les UC vertes, mais pas seulement vertes, solidaires, etc., oui, elles se développent. Et je crois qu'elles se développent pas parce que c'est obligatoire, mais elles se développent parce que c'est la demande des assurés. Les Français sont vraiment en recherche de sens sur leur épargne. Ils sont en recherche de sens sur les investissements que nous faisons grâce à leur épargne. Et donc, ça répond fondamentalement à un besoin sociétal. De toute façon, c'est toujours le client qui décide. Donc, s'il n'en avait pas envie, oui, nous, on doit proposer ces supports. Oui, ils sont sur l'étagère, mais si les gens n'en veulent pas, ils ne seront pas vendus, même s'ils sont proposés. Donc, ça veut bien dire que ça rencontre un besoin sociétal. Alors, sur la sécheresse,
Oui, sur la sécheresse, les experts nous disent, les météorologues, que 2022 devrait être une année de sécheresse. Alors, en fait, il y a un décalage dans le temps très important entre une année de sécheresse et les impacts, les conséquences sur le bâti. Donc, dans l'augmentation, là, le 143 milliards du coût des catastrophes naturelles à horizon 2050, le risque qui est le plus dynamique, qui progresse le plus, d'après nos experts et d'après nos projections, il faut rester modeste, c'est la sécheresse. Parce qu'effectivement, les conséquences de la sécheresse, mais elles apparaissent en général de façon décalée dans le temps. Et donc, on les verra plus tard. S'il y a effectivement une sécheresse en 2022, on verra ça dans les comptes, dans les résultats plus tard, d'années ultérieures. Oui, bonjour Madame Lussmann, Thibault Lamy de Capital. J'ai une question par rapport au rendement moyen du fonds euro. Est-ce que vous avez noté dans la composition du fonds euro un alourdissement de la part en actions par rapport aux obligations? Est-ce que vous avez le rendement des obligations nouvellement souscrites en 2021 ou le rendement plus global des obligations en portefeuille des assureurs? Et une dernière chose sur la PPB, est-ce qu'elle a encore augmenté? Est-ce que vous jugez qu'il faut encore renforcer les réserves à ce niveau-là? Alors, sur les rendements, nous, on ne suit pas ligne à ligne les rendements des assureurs. Et encore une fois, de toute façon, nous, on fait des études macro sur l'ensemble du secteur. De toute façon, les obligations, les OAT qui ont été achetées, acheté à 0,1%. Et puis après, les obligations d'entreprise, ça dépend du risque de crédit qui est attaché. Donc après, c'est chaque assureur, en fonction de son portefeuille d'actifs et du niveau de risque qu'il a ciblé, qui va se porter sur tel ou tel investissement. Donc on n'a pas d'études. Vous aurez un peu plus d'éléments, en particulier sur les montants de PPB, etc., dans les 80 pages. Ce qui est important pour les assurés, c'est le rendement de leur contrat, et ça leur est communiqué chaque année par leur assureur. Bonjour Madame Lussmann, François Limoges, l'Argus de l'assurance. Une réforme que vous avez peu évoquée, c'est la loi Lemoine sur l'assurance emprunteur. Quelle analyse vous faites de cette réforme qui est quand même importante? Est-ce que vous avez le sentiment... Alors, est-ce que les assureurs seront prêts pour la mettre en œuvre, notamment en juin? Et est-ce que vous avez quelle est votre analyse sur les effets de cette loi? Est-ce qu'elle sera favorable aux assurés, comme le prétend son auteur, et notamment en évoquant des gains de plusieurs milliers d'euros pour les emprunteurs? Alors cette loi, elle modifie considérablement le paysage de l'assurance emprunteur. Il y a deux grandes dispositions sur l'assurance emprunteur. La première, c'est la résiliation infra-annuelle. Là, je n'ai pas de boule de cristal. Sur beaucoup d'autres contrats d'assurance, et vous le savez bien, on a introduit la résiliation infra-annuelle, et force est de constater que ça n'a pas eu énormément d'impact. Mais ce qui s'est passé dans le passé n'engage en rien le futur. Donc je ne peux pas vous dire, mais ce sera à suivre pour savoir si effectivement cette faculté est mise en œuvre activement à partir du mois de juin. Le deuxième bouleversement, c'est la disparition du questionnaire de santé jusqu'à 200 000 euros, jusqu'à 60 ans, et pour un crédit, on va dire. Donc là, c'est un fonctionnement de marché. Donc nous,
on a bien compris le souhait des parlementaires, qui est d'aller vers plus de solidarité, en particulier vers les personnes qui présentent des risques aggravés, donc qui, a priori, sont plus fragiles. Donc ces personnes-là, a priori, devraient payer moins cher leur assurance emprunteur. Maintenant, ça veut bien dire que globalement, comme leur risque individuel, il n'a pas été modifié. Le risque de santé, il est le même, hein, qu'ils empruntent ou qu'ils n'empruntent pas, et qu'il y ait un questionnaire médical ou qu'il n'y en ait pas. Donc ça veut dire que s'il y a une partie de la mutualité des assurés qui paye moins, ça veut dire que ça va être réparti sur les autres assurés. Donc, mais dans quelle proportion ? Moi, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, tout le monde ne peut pas gagner. Enfin, tout le monde ne va pas payer moins cher en même temps demain son assurance emprunteur. Juste, je dirais, une règle de 3 assez basique. Après, on verra. En tout cas, nous, on a bien compris cette volonté de solidarité. On ne voulait pas que ça puisse donner lieu à des abus, c'est-à-dire que des gens se sachant peut-être condamnés en profitent pour se constituer, par exemple, un patrimoine locatif en empruntant tous azimuts. Je crois que le cadre dans lequel ces différentes dispositions sont maintenant insérées font qu'on a un dispositif qui est solidaire. Et c'est très bien. Et les assureurs le mettront en œuvre, effectivement, à partir du mois de juin. Je voulais aussi vous interroger sur l'assurance emprunteur, donc je me permets de compléter. Dans quelle mesure ça va augmenter l'accessibilité à l'immobilier, en fait, puisque derrière ce débat, il y a l'idée que l'assurance a un coût, qu'elle débloque le crédit. Qu'est-ce qu'il advient de la convention AREAS et puis juste sur l'assurance santé, là vous avez mentionné les surcoûts liés au 100% santé, au rattrapage, au fait que les économies qui étaient censées intervenir n'ont pas eu lieu, et dans quelle mesure du coup vous pensez qu'il faut modifier le dispositif d'une façon ou d'une autre? Alors effectivement, cette loi a des impacts sur le dispositif AREAS, un dispositif quand même qui fonctionnait très bien et que l'Union européenne était plutôt en train d'essayer de copier en s'inspirant de ce qui se faisait chez nous. Bon. Et en pratique, c'était à peu près 11% des demandes d'assurance emprunteur qui arrivaient chez AREAS. Et ensuite, AREAS faisait des propositions donc, de couverture dans 90% des cas. Donc, on ne peut pas dire que beaucoup d'emprunteurs étaient laissés sur le bord du chemin, compte tenu à la fois de l'offre très abondante de crédit et d'assurance emprunteur dans notre pays, et compte tenu du haut degré de concurrence à la fois bancaire et assurantiel. Donc, si on en attend un boom immobilier parce que beaucoup de personnes qui auraient été exclues du marché immobilier vont s'y précipiter, j'ai tendance à penser que non. Parce qu'encore une fois, les gens qui n'arrivaient pas à trouver de solution dans le cadre préexistant étaient très très peu nombreux. Sur le 100% santé, non, je crois que les défis qui sont devant nous en matière de santé appellent beaucoup plus que des serrages ou des desserrages de boulons. On n'en est plus à se dire on va rajouter un peu de garantie là, on va en enlever là. Non, enfin, moi j'ai échangé avec une 50aine de personnalités du monde de la santé pour rédiger ce livre blanc, de la sphère privée, de la sphère publique, des professionnels de santé, des industriels, des pharmaceutiques, des patients, des représentants des patients. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a fait
colloque au CESE la semaine dernière qui, pour la première fois, a réuni, et j'en suis vraiment très fière, tous les acteurs privés qui interviennent dans le domaine de la santé. Eh bien, en fait, on partage tous. Donc, et il y avait Gérard Raymond, donc président de France Assos Santé, représentant des patients. Là, notre système de santé est dans un tel état, alors c'est peut-être une opportunité, que tout le monde est d'accord sur le fait que ce qu'il faut, c'est le reconstruire. Et ce n'est pas des rustines. Le temps des rustines est dépassé, là. Là, il faut de la reconstruction. Mais l'opportunité, encore une fois, c'est qu'il y a un consensus sur cette position, à la fois entre tous les secteurs qui interviennent dans la santé et entre le public et le privé. Donc, bonjour, Alexandre Loukil du magazine Capital. Vous évoquiez tout à l'heure l'exposition des assureurs aux énergies fossiles et en particulier au charbon. Dans le contexte qu'on connaît, est-ce que vous avez l'exposition au gaz et en particulier au gaz russe? La réponse est non. Je n'ai pas l'exposition au gaz russe. Bonjour, Marie-Caroline Carrère. Bonjour. Pour l'Argus de l'assurance. Vous avez parlé de la volonté donc, des assureurs d'accompagner la transition écologique et tout ça. Aujourd'hui, il y a une problématique notamment en assurance construction qui est en train d'essayer d'innover et rencontre justement là un frein de la part des assureurs sur le réemploi de matériaux de construction, sur le photovoltaïque, sur les nouvelles méthodes de construction. Comment est-ce que vous travaillez sur la question avec notamment la Fédération française du bâtiment ? Alors d'abord, et c'est bien que vous le notiez, effectivement, ceux qui rendent l'innovation possible dans la construction, ce sont aussi les assureurs. Parce que quand ils couvrent en RC décennal des bâtiments qui ont été construits sur la base de nouvelles technologies, ils portent bien un risque qui est extrêmement important. Et donc, vous avez raison de noter qu'à chaque fois qu'il y a des innovations, les assureurs sont autour de la table, ils travaillent avec les professionnels du bâtiment, et pour incorporer et essayer d'évaluer l'impact que pourraient avoir ces nouvelles technologies de construction. Donc après, c'est comme toujours. Hein, moi, je me souviens, après Lubrizol, il y a eu beaucoup bon, c'est de la couverture incendie, hein, mais il y a eu beaucoup de discussions avec l'industrie chimique en particulier pour savoir si on pouvait dire que en fait, fallait mettre des sprinklers ou tout autre dispositif équivalent. Bon. Vous voyez, même pour un assureur, tout autre dispositif équivalent dont l'efficacité en cas de départ de feu n'a pas été prouvée, c'est pas possible. Donc, bien entendu, on peut apparaître certaines fois comme un peu prudent, oui, mais parce que nous, on sait qu'après, le jour où il y a un sinistre, eh bien, évidemment, il faut que les choses soient extrêmement claires. Mais en tout cas, le secteur du bâtiment est très, très bien organisé et les assureurs construction sont autour de table. Après, il y a un autre sujet qui est plus généralement celui de l'économie circulaire, de la labellisation des matériaux qui sont récupérés dans le cadre de la démolition mais qu'on doit pouvoir réutiliser, mais encore faut-il qu'il soit fiable. Donc il y a beaucoup à faire aussi sur ces circuits de réemploi des matériaux, des pièces détachées.
Bon, écoutez, pour l'instant, ce risque n'est pas dans ma cartographie. On va maintenant passer aux questions qui ont été posées en ligne. J'ai une question de Jean-François Filiatre. Les performances annoncées pour les unités de compte, la performance annoncée pour les unités de compte prend-elle en compte les frais de gestion des contrats comme pour les fonds en euros? La réponse est oui. C'est une réponse rapide. À une question rapide, voici une deuxième question d'Antoine Landreau. Sauf erreur de ma part, le coût des prestations augmente plus rapidement que les cotisations. Faut-il craindre une fragilisation de la situation financière des assureurs? La réponse est non, mais je vais peut-être développer. Non, alors, en assurance, on n'a pas le droit de reporter sur les années ultérieures le coût des sinistres qui sont liés à l'exercice en cours. Alors, c'est un mécanisme comptable qu'on appelle le provisionnement, mais en fait, ça revient à ça. Donc, si une année, les cotisations ne sont pas suffisantes pour couvrir les prestations, parce que les prestations ont galopé plus vite que ce qui était prévu, et bien de toute façon, dans les comptes de fin d'année, vous allez bien provisionner toutes les prestations. Donc, vous allez faire apparaître une perte. Et donc, ce mécanisme qui est le fonctionnement de base de l'assurance, qui interdit de reporter sur le futur des déficits qui sont nés dans l'année, eh bien, ça fait qu'on ne peut pas accumuler une sorte de perte cachée qui apparaîtrait dans le futur. Donc, en permanence et sur toutes les branches, et c'est bien pour ça qu'il y a une compensation entre les branches, qui d'ailleurs est reconnue par notre norme de solvabilité 2. En permanence, il y a des années où il y a des sinistres, des prestations qui vont augmenter plus vite que sur d'autres branches, et tout ça s'équilibre. Et si ça ne s'équilibre pas, ou si on a des tendances de fond, un peu comme celles que j'ai exposées ce matin, eh bien, l'ajustement se fait par les tarifs. Et d'ailleurs, je pourrais conclure en disant que si ça ne se faisait pas ainsi, l'autorité de contrôle, donc l'ACPR, ne manquerait pas de rappeler les assureurs à l'ordre. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ah, non, il y en a encore une. Attendez, on va vous donner un micro, sinon les personnes en ligne ne peuvent pas les entendre. Geneviève Valère, journaliste indépendante. Il y a une réforme qu'on n'a pas évoquée, c'est la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. J'aurais souhaité savoir si vous avez déjà évalué les impacts sur les assureurs. On n'a pas évalué l'impact, puisque de toute façon, globalement, ces risques vont bien être couverts par des assureurs. Donc, si vous me demandez ensuite comment va se répartir le marché entre des assureurs, par exemple FNMF, CETIP ou France Assureur, c'est beaucoup trop tôt pour répondre, si c'est ça votre question. Mais après, tous ceux qui le souhaitent répondent aux appels d'offres. Et là, je dirais, c'est la loi du marché. Et donc, nous, on n'intervient pas là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce que je vous propose, à vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes venus pour discuter, pour écouter Florence Lussmann, c'est qu'on se retrouve pour un moment convivial au Club de la Présidence, juste après, si vous avez envie, si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus au premier étage. On va vous accompagner, mes équipes vont vous accompagner pour pouvoir continuer les échanges dans un cadre un petit peu différent. Tous les documents dont on vous a parlé vont vous être envoyés par mail. Vous les aurez à disposition à la sortie de l'auditorium. Et bien entendu, pour toutes les personnes qui sont à distance, on va vous les envoyer dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup à tous et à tout à l'heure.